L'égalité femmes-hommes, un vieux sujet qui ne concernerait plus les jeunes générations. C'est pas si sûr que ça. Et c'est ce qu'on peut découvrir dans cet ouvrage, La Team, de Bénédicte Tilloy. Bonjour, Bonjour Bénédicte. Isabelle. Donc, Bénédicte, vous avez eu des fonctions très importantes à la SNCF. Vous avez par exemple dirigé le Transilien, mais aussi des fonctions de DRH. Et à 57 ans, vous avez quitté cet univers pour aller dans une start-up que vous nommez La Team, avec un ouvrage où vous racontez absolument de façon très ethnologique ce quotidien complètement différent. Vous aviez d'ailleurs créé 10h32, une entreprise de conseil et d'accompagnement. Et alors, ce qui m'a intéressée dans cet ouvrage, même si on le sait un peu, c'est que ce problème d'égalité femmes-hommes existe avec des très jeunes, et dans cet univers qui se veut dire où est le problème, quoi, fille ou garçon. Alors, comment ça se passe ? Moi, j'ai été très frappée de voir en arrivant une sorte de répartition des rôles entre des filles qui étaient plutôt sur les sujets support, les sujets RH, la communication, et puis des garçons qui étaient sur les sujets business. Et ça m'a rappelé furieusement ce que je voyais dans les grands groupes. Et je me suis rendu compte au bout de quelques jours ou semaines dans la team que cette répartition des rôles était encore plus exacerbée pour des raisons sans doute culturelles. C'est que dans un incubateur de start-up, on valorise beaucoup la culture guerrière. Parfois, vous savez cette fameuse expression « fake it until you make it », c'est-à-dire fais semblant jusqu'à ce que tu saches faire les choses. Et ce petit mantra est peut-être plus inspirant pour les garçons que pour les filles. En tout cas, on aime montrer ses biscottos, on aime montrer qu'on est cap ou pas cap, comme en cours de récréation. Et c'est des sujets dont j'ai compris, les filles ne sont pas à l'aise avec ça. Voilà. Elles ont un peu le syndrome de la bonne élève, on dit beaucoup, et justement, elles attendent d'être compétentes pour mériter. Enfin, malheureusement, ça, vous l'avez retrouvé. Oui, je l'ai retrouvé. J'ai eu l'occasion, par exemple, de donner peut-être des leçons de leadership. Et je me rappelle très très bien avec une classe dans la start-up où il devait y avoir 90% de filles, que les sujets qu'elles partageaient en co-développement, c'était des sujets de « mais je ne me sens pas autorisée, je ne me sens pas légitime », chose que j'avais déjà évidemment entendue avant. Ce qui était encore pire dans une start-up où on n'a pas le temps de se poser ces questions-là, puisque le pouvoir est pris immédiatement par ceux en fait, qui ont une grande gueule, pardonnez-moi, et qui en fait peuvent être potentiellement un peu arrogants. Mais c'est ce qu'on attend d'eux. On attend qu'ils le soient, parce qu'on n'arrache pas au néant une entreprise si on n'a pas ces qualités. Et résultat des courses, en fait, les filles se retrouvent potentiellement sur le côté, alors que personne ne souhaite. C'est-à-dire que c'est pas comme si on leur disait « mets-toi de côté ma fille, on prend la place ». Mais naturellement, les choses se font ainsi. Et alors, pourquoi les garçons ? Alors, ils se comportent comment, les jeunes hommes ? Parce qu'on est quand même sur des hommes. Il y a peut-être un peu de capacité à expliquer la vie, à faire du fameux mansplaining, on le rend compte d'ailleurs. Ça faisait longtemps, moi, que je n'avais pas été confrontée à ça. Vous savez, quand on est dirigeant dans une entreprise, on est souvent respecté. Et donc, quand on parle, personne ne vous coupe la parole. Là, j'ai découvert que c'était compliqué d'aller au bout de ces phrases. Et c'était particulièrement des garçons qui vous coupaient. Vous me citiez même l'exemple chez un client important. Vous exposez un sujet. Et je suis coupée dans ma démonstration par un beaucoup plus jeune que moi et sur un sujet où je pense avoir plus d'expérience que lui, puisqu'il s'agissait en fait des pratiques des membres du COMEX. Mais en fait, ça m'arrivait à moi, ça arrivait à peu près sans doute toutes les filles. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas conscient, c'est-à-dire que il n'y a pas de volonté de laisser les filles de côté. Mais dans la culture interne, si on n'y prend pas garde, ça revient à faire ça. Et à la différence d'un grand groupe qui a pris conscience de ça et qui a mis en place des politiques de mixité ou de diversité, une start-up n'a pas forcément les moyens d'avoir une politique RH développée. Elle ne le conscientise pas. Elle régule pas. Et elle ne le régule pas. Et vous vous retrouvez comme ça avec des situations de sexisme ordinaire. Par exemple, le fil WhatsApp qui est bourré de petites phrases particulièrement déplaisantes ou de photos à certaines heures tardives pas géniales, on va dire. Et ça n'est pas régulé parce que ça n'est pas conscient.
Et du coup, je ne m'attendais pas à ce que cette génération, finalement, soit confrontée au même sujet que la nôtre. Et donc, c'est un sujet dont il faut avoir conscience, qu'il faut s'en occuper tout le temps. C'est Françoise Giroud qui le disait. Hein. Ouais. Mais avec aussi ces croyances autolimitantes chez les jeunes femmes, cet encouragement à l'assertivité chez les garçons, qui vient d'éducation, qui vient d'école. Hein. Je pense que il y a toute une chaîne éducative qui veut que les filles soient plutôt bonnes élèves, tournent leur langue 7 fois dans leur bouche avant de parler. Quand on valorise les garçons qui prennent l'initiative de parler, c'est clairement, on voit bien cette répartition des rôles et on la retrouve dans une start-up comme dans une entreprise. À ceci près, je vous disais que ça n'est pas régulé. Donc, il faut s'en occuper vraiment. Et il y a certaines startups d'ailleurs qui ont eu des problèmes avec ça. Hein. Ça a été le cas du slip français, notamment sur la question de la diversité. Donc vraiment, il faut. J'encourage les patrons de start-up à être très vigilants sur ces sujets parce que, en fait, ça peut très vite faire des mauvaises réputations alors qu'elles n'en ont pas forcément conscience. Ouais. Donc l'autorégulation n'a pas que des bonnes pratiques. L'autorégulation, ça permet de faire émerger l'autonomie et c'est très important parce que c'est ça qui va permettre l'innovation et l'initiative. Mais il faut aussi réguler ce type de pratique. Ouais. Et c'est vrai que la start-up n'est pas, quand on regarde les chiffres, ce sont des créateurs et plus rarement des créatrices avec des capitaux beaucoup moins importants pour les femmes. Et du coup, et aussi des boards qui sont constitués pour l'essentiel de garçons, parce que souvent les fondateurs sont des hommes et souvent les investisseurs le sont aussi. Donc quand vous additionnez des fondateurs plus des investisseurs, vous avez des boards masculins et des boards exclusivement masculins avec des pratiques à l'intérieur de la start-up qui ressemble à des pratiques ancestrales, ça ne fait pas des opportunités de développer des cultures féminines dont on a aussi besoin. Donc de la vigilance et puis de l'interpellation et de la régulation sur ces sujets-là. Oui, je pense que c'est important que les femmes prennent la parole partout, et notamment en start-up, et que ces sujets soient pris en compte. Il n'y a pas de raison, en fait. Non. Alors les millennials aussi. Les millennials, plus que jamais, puisque c'est de leur génération dont il s'agit aujourd'hui. Merci Bénédicte. Merci Isabelle. Cet échange.